Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a pris part aujourd'hui à la retraite annuelle de la Société internationale des finances. Et à Gaza, l'Égypte s'engage pour un cessez-le-feu intégral. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donc pris part ce matin à Ila Hotel à la retraite donc, annuelle de la Société internationale des finances, branche du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Cette rencontre annuelle de l'IFC de la Banque mondiale s'est tenue pour la première fois à Djibouti où plus de 180 participants, parmi eux figurent des décideurs influents et des experts aguerris de la finance internationales se sont réunis. Cette réunion annuelle de la branche de la Banque mondiale à Djibouti illustre clairement la montée en puissance de ce petit pays de la Corne de l'Afrique perçu comme un acteur clé du développement économique régional. Au cours de cette rencontre annuelle de l'IFC, du groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le secteur privé, les membres du bureau de la Banque mondiale ont annoncé leur détermination à soutenir la croissance durable du secteur privé à Djibouti en contribuant à accroître l'accès au financement des petites et moyennes entreprises et en renforçant le commerce régional et la sécurité alimentaire grâce à une meilleure logistique de la chaîne d'approvisionnement au principal port du pays. L'IFC, L'IFC, en partenariat avec la Banque centrale de Djibouti, contribuera à moderniser un registre des garanties immobilières destinées aux institutions financières afin d'accroître l'accès au financement des PME du pays. De nombreuses petites entreprises à Djibouti, en particulier celles détenues par des femmes et des jeunes entrepreneurs, fonctionnent de manière informelle. Et à travers cette rencontre annuelle qui a duré une semaine à Djibouti, a permis aux différents hauts responsables djiboutiens et de la Banque mondiale à tracer les ambitions du pays pour diversifier les différentes ressources du pays pour être un modèle de transformation économique pour le reste du continent. Cette dynamique s'inscrit également dans le cadre des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. À noter que l'IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Nous travaillons donc dans plus de 100 pays en utilisant notre capital, notre expertise et notre influence pour créer des marchés et des opportunités dans les pays en développement. C'est ce qu'ont annoncé les membres de la Banque mondiale. Au cours de l'exercice 2024, l'IFC a engagé un montant record de 56 milliards de dollars en faveur d'entreprises privées et d'institutions financières dans les pays en développement. Écoutons la première partie du discours du chef de l'État lors de cette rencontre. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. L'accueil de cette retraite stratégique annuelle de l'AFC à Djibouti revêt une signification particulière. Dans un monde en mutation rapide, notre nation incarne à bien des égards tant les défis que les opportunités qui caractérisent la Corne de l'Afrique aujourd'hui. Parlons franchement des réalités qui façonnent notre région. Dans toute la Corne de l'Afrique, nous faisons face à des vulnérabilités communes. Catastrophes naturelles, instabilité économique, insécurité et fragilité face aux défis régionaux. Notre nation est aussi particulièrement exposée aux effets du changement climatique qui menace nos communautés pastorales et exacerbe les tensions transfrontalières. Ces défis ne sont pas uniquement les nôtres, cependant, ils nous touchent plus fréquemment et nous devons nous rappeler que derrière chacun de ces défis se trouvent des vies, des aspirations et un potentiel inexploité.
Pourtant, au cœur de ces défis réside une remarquable résilience. Notre économie a démontré sa force avec une croissance projetée à 5,9% en 2024. Cette performance n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une vision stratégique claire et d'actions décisives. Au cœur de cette transformation économique se trouve le partenariat public-privé, véritable catalyseur de nos secteurs stratégiques. Notre collaboration avec l'AFC dans le développement d'installations portuaires modernes illustre parfaitement cette synergie. Ces partenariats ne sont pas de simples arrangements contractuels. Ils représentent une nouvelle philosophie de développement où les forces du marché et l'action publique se conjuguent pour créer de la valeur partagée. La digitalisation n'est plus une option, mais une nécessité impérative pour notre compétitivité. Un récent financement de 20 millions de dollars soutient notre modernisation numérique, marquant notre engagement vers une économie digitale inclusive. Cette transformation numérique doit irriguer l'ensemble de notre tissu économique, permettant à nos entreprises de rivaliser sur les marchés régionaux et mondiaux. Pour soutenir cette ambition, nous avons entrepris des réformes structurelles profondes. La refonte de notre code des investissements et la simplification de nos processus administratifs ne sont pas de simples ajustements techniques. Ils représentent une refondation de notre environnement des affaires. Ces réformes s'imposaient face à nos défis de développement et à l'urgence d'attirer des investissements productifs. L'accompagnement institutionnel constitue la clé de voûte de cette transformation. Notre projet de modernisation des infrastructures de crédit illustre notre engagement à faciliter l'accès au financement pour le secteur privé. Nous devons aller plus loin en développant des mécanismes de financement innovants qui répondent aux besoins spécifiques de nos entreprises, particulièrement dans les secteurs porteurs d'avenir. Et cette rencontre entre le ministre de l'économie et des finances et le vice-président de la Banque mondiale, et en marge de la retraite stratégique de la Société financière internationale qui s'est tenue à Djibouti, une rencontre officielle s'est déroulée aujourd'hui au bureau du ministre de l'économie et des finances. Cette réunion a rassemblé, outre le ministre de l'économie et des finances, M. Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA. Cette rencontre a été une occasion précieuse donc d'échanger sur les priorités économiques et financières de Djibouti ainsi que sur les partenariats stratégiques entre le gouvernement djiboutien et la Banque mondiale. Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques majeures, notamment le renforcement de la coopération en matière d'investissement stratégique visant à promouvoir un développement durable et inclusif, le soutien aux projets structurants dans des secteurs clés tels que l'énergie visant à améliorer les infrastructures et à garantir un approvisionnement fiable. Le ministre de l'économie a exprimé son appréciation pour l'engagement soutenu de la Banque mondiale envers Djibouti. En réponse, le vice-président de la Banque mondiale a réaffirmé la détermination de l'institution à continuer de soutenir les réformes économiques et les initiatives prioritaires du gouvernement djiboutien. Le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, a organisé hier le lancement officiel du rapport national sur le climat et le développement. Les détails de cette conférence dans ce reportage. Le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, a organisé le lancement officiel du rapport national sur le climat et le développement. L'événement s'est tenu hier après-midi dans la salle des conférences au Centre Clé. La cérémonie de lancement officiel du rapport national sur le climat et le développement a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, et a vu la participation de la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. Cet événement a réuni des membres du gouvernement, de représentants des organisations
relations internationales, de vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et le vice-président de la Société financière internationale pour la région d'Afrique, ainsi que le vice-président de l'Agence multilatérale de garantie des investissements et d'experts en climat et développement, ainsi que des acteurs locaux et des membres de la société civile. Cet événement marque une étape importante dans l'engagement de Djibouti à répondre aux défis du changement climatique tout en poursuivant ses objectifs de développement durable. Les rapports nationaux sur le climat et le développement constituent une évaluation détaillée des impacts du changement climatique sur le secteur clé du pays, tels que l'agriculture, l'eau, la santé, l'éducation, le tourisme et les infrastructures. Ils présentent également des stratégies et des actions proposées pour renforcer la résilience des communautés face aux effets du climat tout en assurant une croissance économique durable. Ces rapports tracent une feuille de route pour développer des infrastructures résilientes, renforcer la sécurité hydrique et alimentaire et diversifier l'économie grâce aux énergies renouvelables. Une position stratégique des priorités clés que Djibouti, plaque tournante régionale dans la Corne de l'Afrique, concentre son activité économique sur la capitale côtière. Cet événement célèbre la réalisation d'une initiative multidisciplinaire qui a été entamée il y a plus d'une année et qui a bénéficié de l'expertise de plusieurs unités du groupe de la Banque mondiale et surtout de la contribution de nombreux acteurs de l'État, certains d'entre vous présents ici aujourd'hui. En particulier, j'aimerais ici remercier et marquer la contribution des points focaux, des ministères sectoriels. Vous êtes dans la salle, donc merci beaucoup pour la contribution que vous avez faite dans l'élaboration de ce rapport. Écoutons à présent un extrait du discours du vice-président de la Société financière internationale. Je suis vraiment très content d'être là, de vivre cette visite pour également participer à ce lancement d'un rapport qui, à mon avis, est un rapport important parce qu'il ramène deux sujets qui sont extrêmement liés, qui sont les questions de résilience et les questions de climat. On a parfois tendance à penser que ce sont deux sujets qui sont indépendants, mais en réalité, ils sont profondément liés, un peu comme deux faces de la même médaille. Quand on regarde les questions de risque climatique pour Djibouti, on se rend bien compte que c'est un des pays, non seulement de l'Afrique, mais du monde, qui est en fait soumis de façon les plus fortes au risque climatique. Or, la résilience de Djibouti est importante pour sa population, mais est aussi importante pour la région. Djibouti joue un rôle de plaque j'allais dire, centrale, non seulement dans la Corne de l'Afrique, mais entre l'Afrique et les régions avoisinantes. Et donc, quand on parle de résilience et qu'on parle de résilience aux questions climatiques, la problématique de comment on adresse cette question à Djibouti devient encore plus importante. L'importance qui est à souligner, je crois que le rapport indique un certain nombre de non-montants, quels sont les montants qui sont nécessaires, quelles sont les mesures qui sont nécessaires, les réformes qui sont importantes et nécessaires. On parle de plus de 2,8 milliards de dollars nécessaires pour couvrir les besoins d'ici 2035. Il s'agit de montants très importants. Et nous savons tous que le secteur public ne sera pas à même de couvrir tous ces besoins. Et voici le mot du ministre de l'Environnement. Permettez-moi de louer aussi l'excellente collaboration entre nos deux ministères. Il me plaît aussi d'adresser mes félicitations à la Banque mondiale pour ses appuis techniques et financiers pour la réalisation de ces documents, qui est un document essentiel pour le rapport sur le climat qui a été déjà réalisé par mon département quand on parle des CDN. À l'instar des autres pays de l'Afrique, Djibouti, la République de Djibouti est vulnérable aux effets des changements climatiques, on le sait tous, qui impactent négativement la santé, l'éducation, l'environnement, les infrastructures, la paix, la sécurité, les secteurs essentiels pour le développement socio-économique, bien sûr l'agriculture et aussi le tourisme. Conscient du défi qui nous attend tous, posé par les changements climatiques pour la durabilité des trajectoires de développement durable, la nécessité d'anticiper de risques liés à ces problématiques multidimensionnelles, Djibouti, à travers mon département, s'est attelé depuis des décennies à la mise en place de mesures de lutte contre les changements climatiques. Pour concrétiser cet engagement,
Plusieurs instruments et outils ont été développés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de l'accord de Paris. Il s'agit, entre autres, de documents de référence sur le climat, tels que les 3 communications nationales sur le changement climatique, respectivement en 2001, en 2014 et en 2021. Le plan d'action national d'adaptation au changement climatique, qu'on appelle PANA, en 2006, de la contribution déterminée au niveau national CDN en 2016, la contribution déterminée et la stratégie nationale sur le changement climatique en 2012, des rapports sur l'évaluation nationale des besoins en technologie en 2022, des rapports sur les projections des scénarios climatiques et des études vulnérables en 2022 et de la contribution CDNR révisée en 2024. Et prenant la parole à son tour, le ministre de l'Économie et des Finances a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires, notamment les Nations Unies, la Banque mondiale et d'autres institutions internationales pour leur soutien dans l'élaboration de ce rapport. On l'écoute. Au-delà de ces rapports avec la Banque, tout à l'heure le ministre de l'Environnement a évoqué, c'est des jargons que j'ai appris au fil du temps, il y a eu la production de rapports CND, c'est la contribution nationale déterminée. Voilà. Et pour dire que vraiment, pendant une longue période, nous avons travaillé en silo. Chacun a travaillé un peu sur son sujet. Et nous-mêmes, d'un point de vue stratégique, on considérait le sujet de l'environnement, ou en tout cas le sujet de l'environnement ou du climat, un sujet comment on appelle ça encore, de forêt, de la réforestation ou du développement des mangroves et autres, toute la dimension sociale, économique, nous ne l'apprécions pas à l'époque. Il se trouve que nous avons une équipe nationale très solide maintenant, qui a une vision commune et qui va de plus en plus agir en équipe. Pourquoi ? Parce que la question du climat est devenue un sujet transversal par excellence. Le secteur de l'énergie a un rôle à jouer. L'habitat, on a besoin de la mobilité urbaine. Tout à l'heure, j'ai parlé des routes. Nous avons un sérieux problème de mobilité urbaine à Djibouti. Ça fait partie de l'adaptation climatique. Nous avons également la résilience et surtout la sécurité et la sûreté alimentaire de Djibouti, qui nous est très chère. On a vu les crises du Covid, mais également les différentes crises qui ont fait qu'il y a eu des ruptures extrêmement violentes en termes d'approvisionnement sur la chaîne logistique mondiale, y compris dans les conflits de la région, avec des ruptures d'approvisionnement que nous avons observées à plusieurs reprises ici à Djibouti pour voir le kilo de l'oignon. Donc l'adaptation va être tout azimut sur différents secteurs. Dans l'actualité également, sous le patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rablel, la première édition des journées scientifiques du CHU de Djibouti s'est tenue hier matin au Palais du Peuple. Eh bien, la cérémonie d'ouverture de cette première édition a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, le directeur général du CHU de Djibouti, Dr Omar Mohamed Ismaël, et du président du comité scientifique, Dr Saïd Aoulad Aden. Placé sous le thème la recherche médicale au service de la qualité des soins, l'événement inédit est organisé par la direction générale du CHU de Djibouti, réunie par la même occasion plus de 300 médecins, chirurgiens, pharmaciens, biologistes, dentistes, paramédicaux, des étudiants ainsi que les chercheurs du CERD du 22 au 23 janvier autour des thématiques essentielles pour le développement de la médecine et des soins à Djibouti. Lors de son allocution, le ministre a souligné l'importance de la science et de l'innovation dans le renforcement des systèmes de santé. Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir la recherche médicale et les initiatives et les incitatives visant à améliorer l'accès aux soins pour tous.
Eh bien, pour rappel, cette première édition des Journées scientifiques du CHU de Djibouti marque une étape historique dans le domaine de la santé en République de Djibouti. Organisée donc dans un esprit de collaboration et d'innovation, cette initiative vise à promouvoir la recherche scientifique et l'excellence médicale dans le pays. La cérémonie d'ouverture, présidée par des figures majeures du secteur de la santé, a mis en lumière les ambitions du CHU de devenir un centre de référence pour la recherche et la formation médicale dans la région. Des journées scientifiques du centre hospitalo-universitaire de Djibouti. Ces moments marquent un jalon important dans notre engagement vers la recherche médicale et l'innovation, et ils symbolisent notre conviction que la recherche et le développement sont des moteurs essentiels du développement de notre pays. À Djibouti, le domaine de la santé a connu des avancées significatives ces dernières années, avec l'instauration d'une assurance maladie universelle, la création du centre hospitalo-universitaire. C'est la volonté du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, d'améliorer l'accès aux soins de qualité pour tous les Djiboutiens. Dans son intervention, le directeur général du CHU de Djibouti a souligné l'importance de la collaboration entre le CHU de Djibouti, l'Université de Djibouti et le CERD. C'est une immense fierté, une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la première édition des Journées scientifiques de notre CHU. Cet événement revêt une signification particulière, car il s'inscrit dans l'histoire encore jeune, mais déjà riche de cette institution créée il y a un peu plus d'un an. Ces moments marquent un tournant décisif pour notre institution, une étape où la recherche, l'innovation et les soins se rencontrent pour tracer le contour de la médecine de demain. En seulement une année, notre CHU a su poser des bases solides pour répondre à sa mission. Offrir des soins de qualité, promouvoir la recherche scientifique. Cette création est une réponse à des attentes fortes, celle de bâtir des hôpitaux universitaires modernes, tournés vers l'avenir et à l'écoute des besoins de notre population. Ce chemin parcouru, bien que court, n'a pas été sans défi. Mais grâce à l'engagement de nos équipes, à la vision de nos partenaires et au soutien indéfectible de nos autorités, nous avons commencé à transformer ces défis en opportunités. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements à leur Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Votre présence, Excellence, parmi nous, est un témoignage fort de votre attachement à l'amélioration continue de notre système de santé et à l'importance de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur dans ces domaines. Chers invités, cet événement n'aurait pas été possible sans le travail acharné et la détermination des organisateurs. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre de la Santé. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette première édition des Journées scientifiques médicales. Cet événement illustre notre engagement à bâtir un système de santé performant, durable, fondé sur la recherche et l'innovation. La recherche médicale constitue un pilier essentiel pour améliorer la qualité de soins. Elle nous permet également d'adopter des politiques et des pratiques aux réalités et aux besoins spécifiques de notre population. Dans un monde en constante évolution, marqué par des défis sanitaires complexes, des maladies infectieuses réémergentes, des pathologies chroniques, nous ne pouvons pas nous permettre de stagner. Djibouti est un pays de transit, un pays de passage pour des milliers de migrants, des réfugiés, qui peuvent engendrer des épidémies sur notre territoire.
Il est donc important de se pencher sur ces éventuelles maladies. Ici est présenté ce matin 120 projets, c'est-à-dire que la recherche médicale n'est pas absente de notre environnement à Djibouti, de notre environnement médical. Cela veut dire que les médecins djiboutiens, les professionnels djiboutiens de santé font de la recherche, font des études, font avancer la science et nous voulons juste fonder un creuset pour leur faciliter leurs travaux. J'ouvre officiellement cette première séance ou cette première journée scientifique médicale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, poursuit sa tournée dans les régions de l'intérieur. Après une étape marquante à Dikil, il a mis le cap sur Ali Sebi. La suite dans cette séquence. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a poursuivi sa tournée dans les régions de l'intérieur. Après une étape marquante à Dikil, il a mis le cap sur Ali Sebi. C'est dans le cadre de la politique éducative du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'inscrivent les séries d'inauguration d'infrastructures scolaires que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entreprend dans les régions de l'intérieur. Cette politique vise à réduire les disparités géographiques et à garantir à chaque enfant qu'il vive un accès à une éducation de qualité. Cette politique met également l'accent sur des réformes structurelles profondes pour bâtir une école citoyenne ancrée dans la culture et l'histoire djiboutienne. L'accès universel à l'éducation de base a été renforcé par la gratuité et l'obligation de l'enseignement fondamental, ce qui a considérablement augmenté les taux de scolarisation au primaire. Par ailleurs, des initiatives visant à promouvoir l'équité et l'inclusion, notamment la parité entre les sexes, la scolarisation des enfants à besoins spécifiques et des programmes d'éducation d'accélérer permettent aux enfants non scolarisés ou ayant interrompu leur études de réintégrer le système éducatif ont été mises en place. À Ali Sebi, aux côtés du vice-président de l'Assemblée nationale, du président, du préfet, des parlementaires de la région ainsi que des représentants de l'UNICEF, de la directrice de Qatar Charity, le ministre a procédé à l'inauguration officielle de plusieurs édifices éducatifs. D'abord, il s'est rendu à Galilée, où il a inauguré une école primaire construite en 2022. Cet établissement moderne doté d'équipements flambant neufs offre un environnement propice à l'apprentissage. L'école comprend plusieurs salles de classe, une classe préscolaire ainsi qu'un réfectoire conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des élèves. Après avoir dévoilé la plaque symbolisant l'inauguration, le ministre a pris le temps d'échanger avec le comité de gestion de l'école et les représentants. Ainsi, la population locale, ces derniers ont exprimé leur gratitude pour cette réalisation qui marque une avancée majeure dans l'éducation de leurs enfants. Cependant, ils ont également souligné le besoin urgent d'électricité pour le fonctionnement optimal de l'école. En réponse, le ministre a rassuré les habitants en réaffirmant que l'électrification de l'école est une priorité, qu'elle interviendra dans le plus bref délai. Il a également saisi l'occasion pour sensibiliser la population de l'importance de l'éducation pour tous, notamment pour les enfants issus des familles nomades, les jeunes filles. Investir dans l'éducation des filles, c'est investir dans l'avenir de nos communautés, a-t-il déclaré. Cette inauguration traduit l'engagement du ministère et de ses partenaires à promouvoir un accès équitable à l'éducation dans toutes les régions du pays, en surmontant les défis liés à l'éloignement géographique et aux disparités sociales. Par la suite, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a supervisé les travaux d'extension de l'école dédiée aux enfants à besoins spéciaux à Ali Sebi. Cet établissement accueille des enfants malentendants ainsi qu'atteints d'autisme et de trisomie 21, offre un environnement adapté à leur épanouissement éducatif. Lors d'une réunion entre le ministre et les parents d'élèves, ces derniers ont exprimé leur gratitude pour les efforts déployés tout en soulignant le besoin de répondre à la demande croissante d'accueil pour les enfants à besoins spéciaux dans la région. Sensible à cette doléance, le ministre a annoncé un projet ambitieux, la construction d'une école spécialisée à Ali Sebi. Cette future infrastructure comprendra une trentaine de classes et sera conçue pour accueillir des enfants avec divers types d'handicap, renforçant ainsi l'inclusion et l'équité dans les régions. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du MENFOP de garantir une éducation pour tous, adaptée aux besoins de chaque enfant, tout en répondant aux attentes des familles et des communautés locales. Par la suite, le ministre et sa délégation se sont rendus à Gadid, où ils ont
inaugurer une nouvelle école primaire, un projet longtemps attendu par les bénéficiaires. À l'arrivée, le ministre a été chaleureusement accueilli par les habitants et les autorités de la région, témoignant ainsi de l'importance de cette infrastructure pour la communauté. Lors de l'inauguration, le ministre a procédé au dévoilement de la plaque symbolisant l'ouverture officielle de cette école. Un moment marquant qui a suscité l'émotion et la reconnaissance des bénéficiaires. La population représentée par les parents d'élèves et les responsables locaux ont exprimé leur profonde gratitude envers le ministre, soulignant que cette école représente la concrétisation de leur rêve, offrir à leurs enfants une éducation de qualité dans un cadre adapté. Écoutons à présent le mot de la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Beate, et je vais vous dire salam alaikum. Je suis très émue d'être ici parmi vous aujourd'hui et je suis très fière d'être ici à côté de l'excellence Monsieur le ministre. En tant que l'UNICEF, on est ensemble chef de file pour le secteur d'éducation. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est un modèle phare ici pour une école rurale intégrée. État intègre, comme on peut le voir, pas seulement l'éducation, mais aussi la nutrition, la santé, la protection, l'eau, l'assainissement et tous les éléments qu'on a mentionnés. Je voudrais aussi parler de MGF parce que je sais que la communauté font des efforts très grands pour abandonner la pratique et pour ça aussi, je vous félicite. J'ai vu, il y a un groupe de dames qui sont très investies et félicitations pour ça aussi. Et vous m'avez fait danser. Je danse ici beaucoup à Djibouti. J'aime la chante aussi. Prenons la parole à son tour. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué, je cite, « Comme cet endroit s'est urbanisé et agrandi, l'histoire s'en souviendra. Cela a été rendu possible grâce à une volonté ferme et un courage sans faille. Si nous avions dit que nous n'avions pas les moyens, rien de tout cela ne serait réalisé. Mais grâce à la volonté de Dieu, nous sommes parvenus à nous asseoir ici aujourd'hui. Pour moi, c'est un vrai privilège de revenir là où j'ai posé la première pierre et je suis très heureux de voir cet endroit devenu une belle ville en pleine expansion. Je m'engage à finaliser les travaux restants en ce qui concerne la question des employés. Nous en avons déjà parlé et j'ai ici devant moi les documents nécessaires. Tout à l'heure, un parent d'élève a pris la parole et a demandé que nous discutions des avancées de l'établissement. Nous devons donc nous poser la question suivante. Combien d'enfants ont été inscrits à l'école cette année, mais aussi l'année dernière ? Eh bien, si Dieu le veut, à la fin de cette nouvelle année qui commence, la République de Djibouti organisera une grande cérémonie pour déclarer qu'il n'y a pas un enfant de 6 à 10 ans qui ne soit pas donc scolarisé sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, nous avons également réfléchi au sort des jeunes djiboutiens qui sont plus en âge d'être scolarisés. Ils reprendront l'enseignement car nous leur avons préparé des programmes adaptés à leur niveau. J'espère vous revoir l'année prochaine afin donc de tout examiner ensemble. Également, donc, à Addis Abeba, toujours dans le cadre de la politique gouvernementale visant à améliorer l'accès à l'éducation, le ministre a inauguré 6 nouvelles classes qui viennent d'être ajoutées à l'ancien collège, permettant donc ainsi d'augmenter significativement la capacité d'accueil et d'établissement. Image donc que nous aurons dans nos prochaines éditions. Seconde étape de la tournée de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, le Faismal Abdo, le village de Daï, où elle a procédé à l'inauguration d'un réservoir de 100 mètres cubes et une adduction d'eau de 1000 mètres. À Gaza, je vous le dis en titre, l'Égypte s'engage pour un cessez-le-feu intégral. Le président égyptien a déclaré que son pays mettrait tout en œuvre pour garantir que le cessez-le-feu à Gaza soit pleinement appliqué. Explication. Le président égyptien a déclaré que son pays mettrait tout en œuvre pour garantir que le cessez-le-feu à Gaza soit pleinement appliqué. Ces commentaires ont été faits lors d'un événement annuel célébrant le policier égyptien. Lors de son discours, Abdel Fattah al-Sisi a souligné que l'Égypte continuerait ses efforts de médiation et que le pays consacrerait toutes ses forces pour garantir que le cessez-le-feu tienne. L'Égypte s'efforce de toutes ses forces et par des efforts sincères de rejeter la violence et de chercher la paix, a-t-il déclaré. Nous mettrons tout en œuvre pour mettre en œuvre cet accord dans son intégralité dans le but d'arrêter le fusion des sons de nos frères palestiniens et de restaurer les services dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu qui en est à son 4e jour est censé apporter un peu de calme à la bande de Gaza dévastée par la guerre pendant au moins 6 semaines. La campagne militaire d'Israël a tué plus de 47 000 Palestiniens à Gaza selon les autorités sanitaires locales qui affirment que les femmes et les enfants représentent plus de la moitié de victimes sans préciser combien parmi les morts étaient le combattant. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.
Niger.